Rebonsoir, chers amis internautes qui nous regardez sur la chaîne Marketing TV Monde. C'est toujours un bonheur de vous retrouver, de repartager, de rediscuter avec vous. Voilà, en espérant que nos échanges vous apportent quelque chose. En tout cas, vous êtes un peu dans le cadre de votre travail, de votre vie, tout simplement. Je voudrais aujourd'hui particulièrement, avant de commencer quand même, essayer de rendre hommage à quelqu'un de très important. C'est notamment M. Ahmed Amar, qui était le PDG de NMA Sanders, que je ne connais pas du tout d'ailleurs, je ne connais pas personnellement. Je crois que j'ai eu l'occasion de le croiser plusieurs fois dans le bureau d'un autre grand homme qui est M. Niang, qui était le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, enfin de Dakar plutôt. Et c'était un monsieur pour lequel tous les témoignages convergent sur sa simplicité. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que le Sénégal a perdu un grand capitaine d'entreprise. Et ça, c'est très important, parce que c'est grâce à ces gens qui sont partis de rien qu'ils ont emmené des grosses marques comme NMA, enfin comme Sanders, notamment au Sénégal, qui ont pu bénéficier de la technologie et du savoir-faire d'autres médias pour venir les amener au Sénégal. Mais surtout, ce sont des gens qui ont permis de créer des produits qui jadis étaient importés et qui maintenant sont fabriqués au niveau local. Et ça, c'est particulièrement important. C'est surtout des gens qui ont créé beaucoup d'emplois. C'est des gens qui ont assisté énormément à certaines sous-filières économiques. C'est le cas notamment des boulangers. Mon ami Amadou Gaye, le président des boulangers, je crois, a dit toute sa tristesse en perdant M. Amar. Mais nous ne perdons aucun espoir que les personnes qu'il a formées, les personnes qui ont travaillé avec lui et qui notamment vont gérer l'avenir d'NMA Sanders, vont continuer non seulement à faire grandir cette entreprise, mais aussi à la faire rayonner au-delà du Sénégal. Et je suis quelqu'un qui porte un intérêt particulier à l'ensemble des investisseurs, à l'ensemble des capitaines d'entreprise, à l'ensemble des personnes qui soutiennent l'entrepreneuriat, comme M. Manar Sall. Et vraiment, c'est des gens, je ne connais pas tous, je ne peux pas les citer tous non plus, mais c'est des gens qu'il faut féliciter, des gens qu'il faut encourager, parce que c'est des gens qui, dans la discrétion, font énormément de belles choses. Et en réalité, si on arrive à collecter des impôts, c'est grâce à l'existence de chefs d'entreprise, de capitaines d'entreprise qui payent beaucoup d'impôts, parce que même les salaires, les impôts sur les salaires viennent de l'emploi. Quelqu'un qui n'a pas d'emploi, voilà. Imaginez que l'entreprise paye la TVA, paye l'impôt sur les sociétés, paye les patentes, paye l'impôt sur les salaires, paye la retraite, etc. Et tout ça. Donc l'entreprise est au cœur du système économique. C'est pourquoi les chefs d'entreprise sont des individus particulièrement importants. Je voudrais lui rendre hommage et prier pour lui, pour que le paradis soit sa demeure éternelle et que son œuvre grandisse éternellement. Je m'excuse pour cette digression, mais à mon avis, c'est quelque chose de particulièrement important. Alors, je crois qu'on a eu l'occasion de discuter, notamment récemment, sur les besoins. Je crois que ça, on en a vraiment parlé, on a décortiqué. On a discuté la dernière fois des motivations, en montrant qu'il était important, en tout cas quelqu'un qui a un besoin, qui a une tension, cherche à réduire la tension, et il va essayer de se mettre en mouvement. Et celui qui vient chez vous pour acheter, il est important de savoir pourquoi il est en mouvement, pourquoi il vient pour réduire sa tension. Et on avait compris qu'il était extrêmement important de déterminer celui qui vient chez nous pour faire un achat, il le fait pour qui ou pourquoi. Est-ce qu'il le fait pour lui-même? C'est une motivation hédoniste, on peut appeler aussi ça aussi une motivation égoïste. Il peut acheter pour quelqu'un d'autre, parce qu'il a un devoir envers les autres. C'est une motivation oblative, qu'on appelle aussi motivation altruiste. Il peut le faire pour quelqu'un d'autre en y recherchant une récompense. C'est donc ce qu'on appelle une motivation égo-altruiste. Et il peut le faire tout simplement pour se mettre en valeur. On parle de motivation d'auto-expression ou de motivation idéaliste selon les classifications qui, comme je le répète, les aspects théoriques n'ont pas trop d'importance dans ce que nous faisons. Il y a des universitaires qui sont largement qualifiés
moins pour en discuter. Aujourd'hui, on va échanger basiquement de discuter d'un autre aspect dans le processus d'achat du client, qui est notamment l'attitude. Parce que quand vous étudiez le processus d'achat du client, vous allez voir que dans le processus d'achat, il y a un mécanisme qui va jouer un rôle déterminant dans la décision d'achat du client. Ce mécanisme va s'appeler l'attitude. C'est quelque chose de très, très important. Et l'attitude, c'est ce qui va amener quelqu'un à vouloir acheter ou à ne pas vouloir acheter. Et l'attitude est psychologique. Et il est vraiment nécessaire, vraiment très nécessaire, de comprendre comment fonctionne l'attitude chez un individu. En tout cas, ça a servi pendant très longtemps, aussi bien aux hommes du marketing, aussi bien aux gens qui en tout cas font de la vente, mais ça a aussi beaucoup servi aux spécialistes en communication, notamment dans ce qu'on a appelé la théorie de la hiérarchie des effets. On pourrait en reparler tout à l'heure. L'attitude, c'est la disposition ou la tendance d'un individu à évaluer d'une certaine manière un objet et à réagir devant lui. L'attitude, c'est ce qui va permettre à l'individu donc de pouvoir regarder une chose et de pouvoir l'apprécier et d'aller vers une décision. L'attitude donc notamment, c'est un ensemble de choses, de facteurs psychologiques qui vont être nés des différentes expériences qu'on va avoir de la vie et qui vont nous permettre d'avoir une prédisposition à apprécier ou ne pas, c'est très subjectif, hein, ou à ne pas apprécier quelque chose. Je prends un exemple très simple. L'éducation d'un individu peut entrer dans le cadre de son processus de filtrage. Okay? Quand quelqu'un dit par exemple, moi je ne mange pas de porc, parce qu'on lui a appris ça très très tôt et qu'il a intégré ça, il va de soi au moment de faire un achat d'un aliment, dès qu'il voit un porc, il va toujours tout de suite avoir une répulsion parce que son éducation l'a formé comme ça. Voilà. Quand quelqu'un, par exemple, qui à chaque fois, quand il va acheter un produit, se trompe ou ne fait pas le bon achat, certainement il va avoir peur d'aller faire le choix lui-même. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens vont recourir à d'autres pour acheter pour eux. D'ailleurs, je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles deux types de ventes marchent, c'est-à-dire le fait de dire, ok, je vais avoir quelqu'un qui va voyager et je vais lui demander d'acheter pour moi, ce qui fait qu'il va faire le meilleur choix pour moi, parce que j'ai remarqué que plusieurs fois quand j'ai acheté, j'ai vraiment pas pu avoir ce que je voulais, donc je confie le choix à quelqu'un d'autre en me disant que cette personne va avoir une visibilité beaucoup plus, en tout cas beaucoup plus grande, large, et va m'apporter le meilleur produit. C'est ce qui va faire aussi que beaucoup de gens vont par exemple acheter sur l'internet ou sur les réseaux sociaux en se disant je peux aller discrètement sans aucune aide sur un site internet ou sur une page Facebook, regarder, faire mon choix, évaluer et tout avant de faire un achat, parce qu'à chaque fois que je me rends moi-même dans une boutique, en général je ne fais pas les mauvais choix, ou en tout cas je me trompe sur ce que je voulais, ou quand je vais chez un tailleur qui fait du sur-mesure, à chaque fois je n'ai pas exactement ce que je voulais. Donc vous voyez que l'éducation, le vécu, les expériences d'un individu, les normes auxquelles il croit, il ou elle croit d'ailleurs, peuvent avoir une influence décisive dans son processus d'achat. C'est pourquoi il est nécessaire, quand on discute avec un client, de pouvoir repérer dans la mesure du possible ces éléments de croyance, ces éléments d'expérience pour pouvoir mieux. On reviendra après ça sur la méthode de couverture du client, mais c'est juste pour dire, quand quelqu'un vient acheter, il enclenche la discussion, ce serait bien de dire, ah c'est un plaisir de vous voir, voilà, alors vous voulez quel produit? Ah d'accord, vous en avez déjà acheté? Oui, vous en avez acheté dans un magasin, mais ça vous aviez plu? Oui, mais en fin de compte, c'est pas ce que je voulais. Donc ça vous donne une idée déjà de la psychologie de l'individu et pourquoi il est venu chez vous, il veut vivre une nouvelle expérience. Et en réalité, il est important de savoir pourquoi aussi ça n'a pas marché pour lui la dernière fois. Sinon, vous risquez de faire des comportements ou des choses que justement il n'aimait pas la dernière fois et qui va faire qu'il va vous dire, bon, écoutez, votre boutique est très belle, mais je m'en vais, je vais choisir ailleurs ou je vais revenir pour un autre jour qui s'en va. Parce que vous n'avez pas eu le temps de bien décortiquer les repères sur lesquels l'individu fait son évaluation. Alors, l'attitude, c'est donc, comme je l'ai dit, un processus psychologique d'évaluation qui permet à l'individu de prendre une décision ou en tout cas de la considérer ou de l'apprécier. Et l'attitude va se cerner en 3 niveaux. Et vraiment, c'est des niveaux itératifs. Généralement, c'est comme ça que ça se passe, mais en certains moments, c'est l'inverse qui va se passer. Quoi qu'il en soit,
au départ, ou généralement, c'est 3 niveaux itératifs, hein, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça aussi, je voudrais vraiment le souligner, parce que pas c'est l'inverse. Alors, donc, le premier aspect qu'il faut prendre en considération dans l'attitude, c'est notamment la dimension cognitive. C'est très important. C'est-à-dire que le client va acheter quelque chose qu'il connaît. Quelque chose qu'il connaît. Et ça, c'est vraiment très important. Parce qu'on ne peut pas acheter ce qu'on ne sait pas. Quand vous voyez les entreprises faire beaucoup d'efforts de publicité, de promotion, de buzz quelquefois, ou de marketing viral, l'idée c'est de se dire, il faudrait au moins que les gens sachent que j'existe. C'est la moindre des choses, que j'existe. Okay? Donc ça, c'est la dimension cognitive. Et la dimension cognitive, ce n'est pas seulement le fait de savoir que le produit existe, mais de connaître 2 choses aussi qui vont être importantes, c'est quelles sont les caractéristiques du produit ou du service et éventuellement quel intérêt peut-il avoir. C'est vraiment ça l'intérêt, c'est ça vraiment. Est-ce que le produit existe? Oui. Ce produit-là je connais. C'est quoi ses caractéristiques, ses fonctionnalités? Et troisièmement, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Ces 3 éléments doivent vraiment être mis en évidence, en valeur, parce que ça provoque chez les clients un effet d'acceptation du produit, au moins sur la dimension cognitive. C'est très important. Donc, quand on a un produit ou un service qu'on vend, il faut toujours faire un effort de publicité, quel que soit le moyen ou le type de publicité utilisé. Parce que la communication, peut-être qu'un jour on arrivera sur ce thème-là, la communication, ce n'est pas seulement d'aller occuper tous les médias. La communication doit être optimisée. Parce que dans la communication, on cible, on s'adresse à des gens particuliers. Donc il est important de voir quelle est l'exposition de vos cibles aux médias, aux événements, etc. pour optimiser votre communication et aller faire de sorte que les personnes que vous visez aient au moins connaissance de l'existence de votre produit ou peut-être même plutôt l'existence de votre marque, parce que c'est peut-être ça le plus important. L'autre aspect, c'est vraiment de se battre aussi pour que les gens ne sachent pas seulement que votre produit existe, mais aussi qu'ils sachent qu'est-ce que votre produit, quelles sont les caractéristiques de votre produit, qu'est-ce que votre produit fait, c'est quel type de produit, c'est destiné à quoi, ça aussi que ce soit un produit ou un service. Parce que ça aussi, ça permet au moins de se dire, bon, voilà, je sais à quoi ça sert. Et un autre point, c'est vraiment faire un effort sur qu'est-ce que ça peut apporter, quel est le rôle que le produit ou le service peut jouer, quelle est la solution qu'elle propose. Notamment, ça permet de susciter un certain intérêt. Donc, quand vous gérez la notoriété du produit, vous expliquez les caractéristiques de votre produit, vous dites au moins quel est l'intérêt ou la solution que votre produit peut apporter, vous avez réglé un problème très important chez le client, c'est le problème notamment de la dimension cognitive de l'achat. Et justement, il arrive souvent, parce que c'est important peut-être de donner des exemples, même s'ils sont fictifs, il arrive souvent qu'un client vienne dans une entreprise pour acheter un produit, les produits sont beaux, les produits l'attirent, il a vraiment envie d'acheter, mais il ne connaît pas les caractéristiques du produit, et il n'a personne pour lui expliquer les caractéristiques du produit, ou quelquefois les vendeurs sont tellement pris qu'il ne faut pas lui donner un peu de temps, ou que la personne qui présente n'a pas une bonne formation commerciale, ce que le client va regarder, il va se dire c'est très très beau, mais comme je ne sais pas à quoi ça sert, ben je ne vais pas l'acheter, et il s'en va. Alors que dans le point de vente, on doit se battre quand même pour que ces aspects qui sont liés à l'information du client soient particulièrement bien pris en charge. Quelquefois aussi le produit il vient, il dit c'est un produit, c'est quoi? Ben, c'est un produit qui est comme ci, comme ça, hein, c'est un téléphone par exemple, il a un écouteur, etc. Et tout, assez bien. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres téléphones? Qu'est-ce qu'il peut faire? Ben, je ne sais pas, hein, c'est un téléphone comme les autres. Vous pouvez répondre à un client qui va vous dire ok, comme c'est un téléphone comme les autres, il n'y a rien de particulier, il n'y a pas de solution particulière qu'elle peut m'apporter en plus, donc je ne vais pas acheter, même si le client aime bien votre téléphone ou votre habit ou autre chose. Voilà. Donc, battez-vous pour vous donner la chance, en tout cas, de convaincre les clients d'acheter. Parce qu'il n'a qu'un seul processus sur lequel il va filtrer sa décision d'acheter ou de ne pas acheter. Et le premier élément, comme je l'ai dit, c'est l'aspect cognitif. Est-ce que je connais le produit? Est-ce que je connais les caractéristiques du produit? Est-ce que je connais l'intérêt du produit? Qu'est-ce que le produit peut m'apporter? Si vous réglez ces 3 points, ou ces 3 aspects, le client va passer à la deuxième étape de filtrage. La deuxième étape de filtrage, c'est la dimension affective, notamment de l'évaluation, la dimension affective de l'appréciation du client.
La dimension affective, c'est simple. C'est vraiment le feeling. C'est là où le client va se dire, ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça me plairait bien, ça je le verrais bien dans mon salon, ça non, si je le prends, je vais être un ringard, etc. C'est là que le client fait sortir ses feelings, son appréciation personnelle, sa subjectivité, où il va se dire, c'est plaisant, j'aime bien, ou j'aime pas. Bon, voilà. Donc, à mon avis, c'est important aussi de pouvoir amener le client à ça. Et je vous assure que quand vous prenez par exemple un point qui n'est pas notre thème, mais pour vous montrer que ça marche partout, comme le merchandising par exemple, okay? Quand vous allez dans un point de vente, l'entreprise, le distributeur fait tout pour mettre en valeur les produits. Et vous allez voir que le distributeur, quand il vend un produit nouveau, il va essayer de se battre sur deux aspects importants. Le premier aspect, c'est la notoriété. C'est-à-dire que dès l'entrée, il va commencer par vous dire on a un nouvel arrivage, on a un nouveau produit, c'est nouveau, etc. Arrivé sur place, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle une mise en avant. Hein? Donc c'est soit en tête de gondole, soit c'est en, comment on appelle ça encore, soit c'est en îlot. En tout cas, il le met en évidence et il met énormément d'éléments décoratifs, d'informations pour montrer que c'est bien. Il peut mettre des notes d'information, il peut faire du vidéo showing pour montrer comment... Et tout ça, c'est pour gérer l'aspect notamment cognitif. Parce que si le client ne connaît pas les caractéristiques, ne sait pas ce que ça peut lui apporter, il y a peu de chances qu'il puisse passer au deuxième stade, qui est le stade affectif. Et le stade affectif est géré par autre chose maintenant. Ça va être notamment l'emplacement du produit. Okay? On va mettre le produit en emplacement particulièrement attractif. Au nouveau produit, généralement, on le met au niveau des yeux. L'individu va tomber sur le produit. On va essayer de mettre en valeur le design et le packaging du produit, quitte à le mettre sur un support spécial. Quand c'est un produit alimentaire, quelquefois, comme si c'est des poissons, on peut le mettre sur les plats, mettre des rondelles de tomates, etc. Et tout, alors que ce n'est pas le produit lui-même. Mais l'idée, c'est de le mettre en valeur pour créer une affection afin que le client l'aime. Et c'est là qu'il va l'emmener à vouloir se décider d'acheter. Donc, quel que soit le type d'achat, que ce soit un produit trop important pour un bien d'équipement, que ce soit un produit de consommation courante, que ce soit n'importe quel service, il est nécessaire notamment que le client puisse avoir une bonne connaissance du produit, de ses caractéristiques, de ce que ça peut lui apporter, afin maintenant de pouvoir l'évaluer pour dire c'est bien ou c'est pas bien, ou ça me va ou ça ne me va pas. Et là aussi, une dimension importante va jouer son rôle, parce que je peux venir dans une entreprise de service. Je vois que je connais l'entreprise, j'ai l'information, je sais ce qu'ils font, je sais quel est leur intérêt, mais les gens, par exemple, se comportent mal. Les prestataires se comportent mal. Ça crée un affectif négatif. C'est ce qui va faire que quelqu'un va entrer dans une agence, n'importe laquelle, hein, je n'ai pas envie de citer le nom d'entreprise. Un client va aller dans une agence, il va regarder l'agence, il entre, il va jusqu'au guichet, on lui parle mal, et pourtant il s'en va. Pourquoi? Parce que l'aspect très important, notamment de l'affectif qui aurait dû intervenir pour faciliter la prise de décision, va être mis à mal par le comportement du prestataire. Ça peut être qu'il vient, c'est bondé de monde, il se dit c'est très important, mais le cadre ne me convient pas. Ou il vient tout simplement, il va se dire, mais écoutez, j'ai bien envie d'acheter, mais il fait chaud, ou il n'y a pas de place pour s'asseoir, etc. Ces facteurs-là vont jouer un rôle très important dans l'affect du client. Il va apprécier positivement ou négativement. Et comme je l'ai dit, malheureusement, c'est particulièrement subjectif au client. Ça change d'un client à un autre. Et c'est pourquoi ces aspects-là doivent être très, très importants. C'est très important à les prendre en considération. C'est comme quelqu'un qui vient dans une agence ou un point de vente, une boutique, n'importe où. Aujourd'hui, quand vous allez dans la boutique de votre quartier, vous voyez des cafards ou des trucs comme ça vous pose un problème. Et pourtant, le produit que vous avez besoin est là, c'est le même boutiquier qui le vend dans les mêmes conditions. Vous voyez un cafard ou je ne sais pas, des araignées ou des trucs comme ça, vous n'avez plus envie. Et pourtant, il n'y a rien d'objectif qui l'explique. Mais il y a qu'un facteur est venu en fait avoir une influence négative sur votre appréciation subjective, notamment en tout cas de ce que vous pouvez, évaluer, notamment du point de vue affectif sur le point de vente. Vous pouvez dire, j'aime bien ce point de vente, je fais tout le temps des achats aujourd'hui, mais aujourd'hui j'ai vu un cafard, c'est quoi cette histoire? C'est ça, j'aime pas les cafards, je m'en vais. Et ça va complètement bouleverser, il va aller chercher dans un autre point de vente. Parce que du point de vue affectif, il y a eu un facteur qui est venu notamment entamer sa décision. D'accord? De la même manière aussi, un client peut venir dans un point de vente qui n'est forcément pas bien décoré, qui n'a pas le meilleur aménagement ou le meilleur design possible, mais
la gentillesse du personnel, l'attention qu'on lui porte, le respect va faire qu'il va dire rien que pour ça, je vais acheter. Parce que ça va influencer positivement sur les facteurs affectifs. Donc, notamment, cette dimension-là est très importante. Il faut vraiment prendre en charge chez le client le fait qu'au-delà de connaître votre produit, il va avoir envie de les aimer ou de ne pas les aimer, de les apprécier négativement ou positivement avant d'aller à la troisième étape. Et la troisième étape n'est pas une autre étape. En réalité, c'est juste la conséquence des deux premières étapes. C'est-à-dire que l'individu va se dire, ok, je connais, je sais ce que c'est, je sais ce que ça peut m'apporter. Deuxième élément, écoute, c'est très joli, c'est bon, ça me va, je peux le mettre dans mon salon, etc. C'est vraiment cool. Et troisièmement, il va se dire, je prends maintenant la décision d'acheter ou de ne pas acheter. Donc les deux dimensions les plus fondamentales, ça va être la dimension cognitive et la dimension affective. Si vous ratez notamment en tout cas la mise en condition du client sur ces deux dimensions, vous risquez de ne pas pouvoir l'amener à acheter, et ça, à mon avis, c'est très important. Voilà. Maintenant, c'est vrai que d'autres facteurs peuvent venir, l'individu ne peut pas avoir assez d'argent, etc. Tout ça, c'est possible. Mais ce qui va l'emmener à vouloir acheter, c'est réellement le fait qu'il y ait une bonne prise en charge des facteurs cognitifs et une bonne prise en charge des facteurs notamment affectifs. Et c'est là qu'intervient la décision qui est la dimension conative. La décision d'acheter ou de ne pas acheter, voilà, de faire, de ne pas faire, de vouloir se dire je ne vais jamais acheter, ou de se dire tout simplement je n'ai pas d'argent aujourd'hui mais je reviendrai demain pour acheter. Parce qu'il prend la décision, il est convaincu que c'est bien pour lui d'acheter. L'attitude a fait l'objet de beaucoup d'études et d'attention, mais il a été prouvé que notamment le système de filtrage du client, c'est notamment l'attitude par ces trois niveaux, le cognitif, le conatif, l'affectif et le conatif. Et ça, à mon avis, c'est des facteurs extrêmement importants à prendre en considération. C'est vous dire que en vente, quand on fait de la vente, quand on fait du commercial, il ne faut absolument rien négliger. Un cafard qui passe peut vous faire perdre énormément de clients. Un mauvais regard peut influencer, peut mal influencer en tout cas l'affection du client. D'accord? Le fait de ne pas informer le client sur le produit ou le service peut aussi l'amener à se dire, puisque je ne sais pas, ce n'est pas la peine d'aller très loin. Le fait d'avoir des clients à qui vous ne portez pas d'attention, ou quand ils posent des questions, vous pensez qu'ils vous emmerdent, vous avez trop de travail, c'est quelqu'un qui à chaque fois pose des questions, il est difficile, etc. Mais il peut se dire, ok, je pose des questions pour au moins me rassurer du point de vue de ma connaissance, comme ce n'est pas réglé, ben je m'en vais aussi. Parce que le processus, c'est je connais, j'apprécie et j'achète. C'est aussi simple que ça. Je connais, j'apprécie et j'achète. Cognitif, affectif, conatif. Et ça, c'est des facteurs sur lesquels je voudrais que chacun porte une attention particulièrement importante. Alors, ces aspects liés à l'attitude ont eu énormément d'applications. Parmi ces applications, il y a ce qu'on appelle en communication la théorie de la hiérarchie des effets. C'est-à-dire les communicants, à un certain moment, ont pu développer des modèles. Excusez-moi, je regarde avec délectation le café qui m'a été gentiment servi. Voilà, mais bon, je vais quand même faire l'effort de terminer avant de le déguster, parce que je ne résiste pas du tout au café. C'est l'un des petits bonheurs auxquels on ne peut pas du tout résister. Voilà, donc voilà un exemple que je donnais. Bien. Donc, c'est très important, notamment de voir que l'attitude a généré beaucoup de choses. En communication, par exemple, beaucoup de communicants, en tout cas, il y a beaucoup de théories de la communication qui ont justifié que pour faire une communication, pour en tout cas amener le client à aimer votre produit, il faut utiliser notamment le méthode de filtrage de l'attitude dans l'implémentation de la communication. C'est ce qu'on a appelé la théorie de la hiérarchie des effets. Voilà. Un des modèles les plus connus, il y a beaucoup de modèles, hein, le modèle de Lavenger-Steiner, le modèle de Dagmar, etc. Mais un des modèles les plus connus, c'est le modèle AIDA. Alors souvent, quand je fais des formations, je dis la plus belle femme, c'est Aïda, c'est aussi notamment le titre de l'opéra de Vivaldi, enfin voilà, c'est ça, les gens me disent, mais monsieur, qu'est-ce qu'il y a dans Aïda? Je dis, Aïda est belle, Aïda est géniale, et Aïda séduit tout ce qui est devant elle. En tout cas, c'était comme ça avant, et Aïda, c'est attention, intérêt, désir, achat. Attention, intérêt, désir, action. Et ces quatre éléments ne font que refléter les quatre niveaux de l'attitude. C'est attention, c'est la dimension cognitive. Si je veux communiquer, il faut que j'attire l'attention du client, que je l'informe que j'ai quelque chose de nouveau et que voilà comment ça marche notamment. Deuxième élément, savoir qu'un produit existe, c'est une chose, mais il faudrait que je lui montre en quoi est-ce que ce produit peut être une solution, peut lui apporter notamment une solution,
pour lui permettre de pouvoir en tout cas avoir un plus qui lui sera particulièrement utile. Donc je sors l'intérêt. Et troisième élément, c'est le désir, c'est donc les facteurs affectifs, c'est ma gentillesse, c'est la qualité de l'aménagement, c'est la propreté, c'est l'attention que je porte. Tous ces éléments-là vont en fin de compte amener l'individu à se dire, en fin de compte, j'ai envie d'acheter. Et en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les trois premiers éléments, attention, intérêt, désir, vont provoquer maintenant le A, qui n'est pas un niveau, mais c'est une conséquence de l'évaluation sur les trois premiers niveaux, comme le conatif, parce que le A, c'est le niveau du conatif, c'est là que le client va A comme acheter. Ou bien dans le cadre du marketing social, où notamment on cherche à changer des comportements, c'est là que le client va dire ok, j'adhère à ce comportement. Ou bien on voulait faire des choses comme par exemple sur le recyclage, éviter de jeter les ordures par terre. Quand la communication marche bien, le client dit ok, maintenant je vais agir, c'est-à-dire que je vais plus jeter les poubelles par terre ou les saletés par terre, etc. Ou je vais faire attention aux femmes, ne plus, etc. Donc tout ça, c'est vraiment des éléments de ce qu'on appelle la théorie de la hiérarchie des effets, qui n'est rien d'autre qu'une théorie établie sur notamment les trois niveaux d'attitude, le cognitif, l'affectif et le conatif. Lameth et Steiner sont allés très plus loin que ça en montrant que si on veut fidéliser les clients, il faut particulièrement jouer sur ces deux attitudes. Pourquoi? Parce que quand les clients, vous le mettez dans le confort de connaître et comprendre votre produit et de savoir son utilité, et que vous le mettez dans les conditions dans lesquelles il a envie d'acheter, il achète une fois. Ensuite, il va se dire, c'est bien, je vais recommencer l'expérience. Le client, s'il recommence l'expérience et qu'il y trouve aussi vraiment beaucoup de plaisir, qu'est-ce qui va se passer? Lameth et Steiner vont dire qu'il va y avoir un effet d'inhibition. L'effet d'inhibition, c'est quoi? C'est que le client, en venant chez vous, va complètement sauter les deux premières étapes, c'est-à-dire cognitif, affectif, parce qu'il va se dire, je l'ai fait plusieurs fois, ça marche tellement, donc j'y vais sans me poser de questions. Donc il y a une inhibition des deux premiers niveaux de l'attitude qui va faire que le client, à chaque fois qu'il voudra acheter, va directement acheter chez vous. Voilà. Alors, je voudrais aussi pour mes amis et les étudiants aussi rappeler que quand vous prenez le modèle AIDA, il faut comprendre que le modèle AIDA n'est pas un modèle qui a été inventé par les communicants. Le modèle AIDA date du 19e siècle. Il a été, je crois, inventé par, j'oublie son nom, c'est Victor Schwab-Appart, voilà. Et il avait créé dans un contexte très particulier, il voulait créer une méthode d'élaboration d'un argumentaire de vente pour ses vendeurs. Et il leur avait dit, si vous êtes devant un client et que vous voulez le convaincre, utilisez la méthode AIDA, attention, intérêt, désir, achat. L'idée, c'est de dire, quand tu vas chez un client, essaie déjà au moins de pouvoir lui montrer le produit, le présenter de manière assez intéressante, mais aussi l'écouter et adapter tes arguments au client. Ça va permettre de pouvoir notamment créer un intérêt et pouvoir présenter le produit dans les conditions d'utilisation qui, lui, dans son esprit, vont le faire aimer le produit, ou en tout cas, vont le faire amener à penser que le produit est très bon pour lui, et c'est ce qui va déclencher sa volonté d'acheter le produit. Donc, même le modèle AIDA, très porté par les communicants, et dont on pense que c'est un outil de la communication, avait au départ été inventé pour notamment élaborer des argumentaires de vente. Voilà. Donc, c'est juste pour dire que ce point de l'attitude est un point particulièrement important, c'est un point de vue extrêmement décisif dans la compréhension des décisions d'achat du client, et il faut comprendre que ces trois niveaux doivent être pris en charge particulièrement pour avoir le client. Si c'est bien pris en charge, vous aurez le client. Si c'est mal pris en charge, vous risquez de perdre votre client. Voilà. Je voudrais m'en arrêter là pour aujourd'hui. On va essayer la prochaine fois de revenir, c'est vrai, sur les freins, mais sur un aspect très important, sur notamment les mobiles d'achat. Parce que les clients, en allant acheter, autant ils filtrent, mais autant aussi il peut avoir des problèmes, des freins, des inhibitions, on en parlera. On parlera aussi de quand il va choisir un point de vente ou un produit ou une marque, quels sont les critères qui vont entrer en jeu et qui vont être des critères aussi particulièrement décisifs. Voilà. Alors, donc, on s'arrête là pour ce soir. Je crois qu'on a en tout cas essayé d'expliquer. Je voudrais particulièrement remercier, comme à l'accoutumée, l'hôtel Colonial. C'est vraiment un hôtel, comme je l'ai dit, qui n'a pas voulu aller aux 4 étoiles, mais qui est en réalité, dans son standing, un hôtel 4 étoiles luxe. C'est ça, sa vraie, en tout cas, son vrai classement hôtelier pour moi qui connais un peu le marketing de l'hôtellerie. Voilà. C'est vrai que le directeur général est un peu
humble, il est un peu modeste, il n'aime pas trop se faire voir, et peut-être que c'est quelqu'un aussi qui, à force d'enfant, a compris que il faut y aller step by step pour pouvoir gagner. Je crois que c'est un grand entrepreneur qui comprend comment faire. Je lui souhaite beaucoup de succès en tout cas. Et vraiment remercier tout le staff de l'hôtel. Aujourd'hui, ils ont pris une salle VIP. Ici, c'est la salle VIP, une très très belle salle, particulièrement luxe, avec des conditions très bien faites. Voilà, là, vraiment, on peut y faire une réunion, un séminaire, une petite rencontre. Vraiment, personne n'est gêné. Il y a tout ce qu'il faut comme équipement, comme confort pour pouvoir faire un travail vraiment sans être gêné. Et le système notamment est particulièrement aussi ergonomique, c'est vraiment très bien fait. Et derrière, vous avez toute cette vue splendide sur Dakar, une vue imprenable. Voilà. Donc, je voudrais les remercier, je voudrais aussi les féliciter, je voudrais les encourager, je voudrais aussi vous inviter. Je crois que Laye Bamba vous a montré de très belles vidéos. Et je vous assure que j'admire la compétence de prise de vue et de son de Laye Bamba. Mais ce qu'il vous a montré est très en deçà de la réalité de Nouvelle-Colonia. Moi, j'ai fréquenté les chambres, le bar, le restaurant, la terrasse, la piscine. Voilà, j'ai regardé ce havre de paix et de liberté où tu peux prendre ton ordinateur, être dans les couloirs en face de tout cette terre de Dakar et pouvoir permettre faire ce qu'on veut. Il y a le wifi, c'est extrêmement très bien fait. Ce n'est pas seulement de la publicité, mais je parle moins que de choses que je maîtrise. Donc j'ai essayé, c'était très bien. Et les coûts sont particulièrement aussi attractifs. Il ne faut pas avoir peur des hôtels pour les réunions, pour les rencontres, pour les séminaires. Je vous invite à essayer et je crois que si vous contactez l'hôtel Colonia en disant que nous sommes recommandés ou bien nous avons connu à partir de marketing TV Monde, je crois qu'ils vous feront des tarifs particulièrement. Voilà. Je voudrais souhaiter à chacun une très belle fin de semaine. Je remercie tous qui sur Facebook aussi viennent liker les belles photos de Laye Bamba. Je crois que c'est un génie de la photographie qu'il m'envoie. Hein. Voilà, tout le monde va dire M. Kadil est beau et tout, alors que c'est lui qui m'enjolive avec sa technologie. En tout cas, j'apprécie beaucoup tout ce qui vient sur notre page, tout ce qui nous regarde, tout ce qui essaie en tout cas de contribuer. Nous apprécions énormément les encouragements. Nous attendons avec impatience toutes les critiques constructives parce que nous adorons nous améliorer. Et pour s'améliorer, il faut voir quel est l'obstacle. Donc, ne gardez pas vos recommandations, envoyez-les en inbox ou par d'autres moyens. Nous les prendrons en charge pour votre plus grand bonheur. Passez une très belle soirée et à mardi prochain. Merci.